une idée qui est reprise par le vitalisme de Nietzsche. Et c'est bien dans la théorie du conatus que se concentre chez Spinoza cette pensée du corps, cette pensée de la conservation du soi, du sum esse conservare, et de la manière de persévérer dans son être. Parce que toute l'ontologie matérialiste de l'éthique spinoziste se projette sur le plan des formes d'effectuation de ce conatus, sur le plan des formes de vie. C'est dans l'immanence de l'histoire des conatus que s'ouvre la possibilité matérielle d'une réorganisation des idées, des affects et de la capacité d'agir. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui est la praxis. Elle est conçue et défendue par Spinoza, évidemment, comme un processus d'éthisation et simultanément d'émancipation éthique, dit Husserl, qui n'est rien d'autre que le passage de la servitude à la liberté, de l'impuissance à la puissance, de l'incapacité de l'homme à diriger ses affects, dans le sens d'une augmentation de sa puissance d'agir à une situation inverse. Et, comme il souligne, ce procédé d'éthisation est, bien sûr, simultanément celui d'une libération, mais d'une libération matérialiste qui n'est régie, à la différence des éthiques idéalistes, notamment celle de Kant, ni par une norme, ni par un devoir être, ni par un impératif catégorique. Elle est un projet matérialistiquement fondé qui prend forme au moment où sont réunies les conditions objectives et subjectives. C'est-à-dire, la connaissance du corps en est une des conditions nécessaires. Citation, la liberté est compréhension de la nécessité en ses divers états, et les possibilités immanentes, et les vertus, puissance de faire certaines choses que l'on peut comprendre seulement par les lois de sa nature. Donc, autrement dit, le matérialisme spinoziste est un matérialisme éthico-politique développant une théorie élargie de la corporéité et Stoel s'efforce aussi en même temps à mettre en évidence que l'homme spinoziste agissant par les lois de sa nature, sous la conduite de la raison, est conçu non pas comme un individu socialement isolé, mais comme un être nouant nécessairement un rapport de coopération et de participation avec un corps social commun, la société donc, en vue de vouloir le bien commun. C'est la raison pour laquelle il insiste aussi sur ce lien spécifique que Spinoza noue entre théorie de la force productive du corps, matérialisme et démocratie. Il met bien en évidence le dilemme créé par le fait que les masses ne sont pas nécessairement capables de gouverner leurs passions de manière à former une opinion publique interprétable, tandis que l'État forme des politiciens. Qui forme des politiciens n'a pas toujours la capacité d'inventer les institutions que font de lui l'âme de ce corps composite. Il conclut que la seule solution envisagée par l'auteur de l'éthique et du TTP de ce problème, c'est la démocratie. Tout à fait clair que le choix de la démocratie, par Spinoza, ne relève pas de l'idéalisme moral ou de l'utopie. Parce que pour lui, la démocratie, c'est la stratégie du matérialisme éthico-politique. Elle est le meilleur moyen de neutralisation des dominants et des dominés de leurs craintes réciproques. Tout simplement parce qu'elle stabilise le corps politique en corps digne de ce nom et en fait la base pour la poursuite des procès d'éthisation et de socialisation rationnelle. Bon, la fonction de l'État de la démocratie est donc par conséquent, de garantir la sécurité et la liberté politique des citoyens. Et évidemment, nul doute que pour Spinoza, donc le procès matérialiste de politisation, c'est le procès de démocratisation, puisque celle-ci seule incarne la force limitant l'autonomisation du processus de constitution de l'appareil d'État et permettant la reproduction du corps politique comme corps de corps, non comme corps séparé, antagonique à ces éléments. Donc,
un mot, parce que le temps passe malheureusement. Il faut que je saute, que je tout de suite aborder le problème du rapport de Tosel à Gramsci, de l'hégémonie et du bloc historique. Parce qu'évidemment, je disais déjà, j'ai déjà souligné à nombreuses reprises l'inspiration gramscienne de l'entreprise toselienne. Parce que, le fait que la perspective franco-italienne de la revue historique des 1000 marxismes qui est choisie par Tosel explique pourquoi son véritable centre est constitué par un chapitre exclusivement consacré à l'analyse du rapport de la philosophie à l'histoire et à la politique dans l'œuvre et la pensée d'Antonio Gramsci, ce grand intellectuel marxiste communiste italien, fondateur du PCI, mort en prison en 1937. Donc évidemment la lecture toselienne de Gramsci, son interprétation des cahiers de prison et des quaderni del carcere, est sans doute la meilleure et en même temps la plus fidèle synthèse, dirais-je, la meilleure synthèse, analyse et apologie condensée de la philosophie gramscienne, de la praxis qu'on puisse lire en langue française, écrit par quelqu'un qui, même s'il n'a pas connu personnellement le grand philosophe marxiste italien, parce qu'il est né, Gramsci est mort en 1937, Tosel est né en 1941, il peut être considéré comme son plus grand disciple continuateur français. C'est-à-dire par quelqu'un qui n'a cessé toute sa vie durant, en tant que professeur de philosophie à Besançon, à Paris, en Sorbonne et surtout à Nice, de montrer l'actualité de Gramsci en lui consacrant moult conférences, articles et colloques pour le grand colloque franco-italien de Besançon, organisé en 1984. Donc, il faudrait dire donc qu'il ne relève pas du tout du hasard que le dernier grand livre qui a été publié André Tosel, eh bien, ce livre intitulé « Étudier Gramsci », qui est non seulement une étude, donc une compilation de 6 conférences sur Gramsci, mais qui est un livre qui se lit presque comme une biographie politique de Gramsci, comporte la reconstruction et construction, synthèse de sa pensée dans toutes ses phases, dès le début de Gramsci, comme journaliste au journal socialiste, comme socialiste, et dès ses débuts jusqu'à sa dernière phase, son emprisonnement de 1926 à 1937, où dans la solitude de la prison, il rédige les cahiers les cahiers de prison. Quand on lit ce livre, donc c'est 300 pages consacrées à Gramsci, dans ce livre Étudier Gramsci, publié donc fin 2016, quelques mois seulement avant la mort d'André Tosel. Donc ce livre est d'une importance telle, donc il est difficile de résumer. Mais une chose est certaine, moi je ne l'ai pas lu entièrement, j'ai lu que les 100 premières pages, parce qu'il est d'une densité telle et aussi d'une force de conviction telle, donc on ne peut pas le lire très rapidement. Mais on peut dire, la pensée de Tosel s'achève vraiment, il trouve son point culminant et son sommet dans ce livre Étudier Gramsci, en 6 chapitres, où vraiment il a
Tozel a concentré, a mis toutes ses forces pour reconstruire, disons, Sully, la vie, la pensée de celui qui a été son guide, son principal guide, son modèle dans le domaine de la philosophie néo-marxiste du XXe siècle. Pourquoi Tozel a-t-il écrit ce livre, se rapportant à l'introduction de cet ouvrage? Alors, Tozel nous dit très clairement qu'il a fait cela parce que convaincu qu'il y a eu un certain renouveau de Gramsci en France et en Italie. Depuis 2009, c'est l'année de la publication du dictionnaire Gramsci, le Dizionario Gramsci par Guido Ligori et Pasquale Vora, et suite à la création de la fondation de l'Institut Gramsci par Giuseppe Vacca, Tozel a écrit ce livre essentiellement pour lancer un appel à l'engagement théorique et politique des jeunes générations qui sont confrontées aujourd'hui à la mondialisation néocapitaliste avec ses guerres identitaires, ses défis écologistes, etc. Ces générations ont, souligne André Tozel, ils ont encore à découvrir la puissance dialectique critique des analyses de Gramsci, à interroger ses limites et à extraire à sa pensée les éléments indispensables qui pourront contribuer à une critique de notre monde et réécrire et actualiser la fameuse énigmatique équation gramscienne. Quelle est cette équation? C'est l'équation philosophie égale histoire égale politique. On va dire ça c'est le frontispice sur lequel on peut placer toute la pensée de Gramsci. Voilà, pour lui c'est philosophie, histoire égale politique, évidemment, et philosophie égale philosophie de la praxis, bien entendu. Et cette équation est devenue incompréhensible, dit Tozel, pour les masses subalternes qui n'ont pas l'idée, qui n'ont plus l'idée d'hégémonie transmodale du projet d'un autre mode de production et de vie, parce qu'ils ont été idéologiquement, pour une grande partie, intégrés dans la société de consommation des masses après les 30 glorieuses. Voilà donc. En outre, donc, et c'est la critique de Tozel, le Parti communiste français, il continuait d'avoir toujours une certaine influence politique sur eux, sur ces masses, n'avait pas été capable de s'approprier les théories et les enseignements de Gramsci, tout en se réclamant du matérialisme historique. Gramsci ne pouvait qu'inquiéter par la difficulté d'une pensée souvent cryptique et surtout en raison de l'usage réformateur qu'en faisait Togliatti. Or, la culture communiste française n'a été que trop longtemps dominée par le diama, un matérialisme dialectique déterministe et économiciste, trop longtemps dominé aussi par le manuel de Staline, avant de prendre la forme d'un rationalisme critique à tendance matérialiste étranger à la tradition de l'idéalisme dialectique, qui est le présupposé de la pensée gramscienne. Donc, dans les années 1960, donc Gramsci a été quand même sorti de l'ombre en France. Il est sorti de l'ombre grâce essentiellement aux travaux de Louis Althusser, mais qui a proposé lui une lecture paradoxale, anti-humaniste et structuraliste de Gramsci, donc, qui se distingue de celle proposée par Tozel. Donc, d'ailleurs, même si, pendant un certain temps, donc, à l'école normale supérieure, donc, Tozel a été avec ce groupe d'étudiants marxistes-léninistes sous l'égide d'Althusser, Tozel s'en est détaché parce qu'il ne pouvait pas s'identifier complètement avec cette lecture paradoxale anti-humaniste, anti-hegelienne, structuraliste d'Althusser fait de Gramsci. Et c'est là aussi il faut comprendre donc son effort, parce que évidemment son travail sur Gramsci s'oppose à cela et a évidemment pris une dimension
de reconstruction de la pensée du grand philosophe italien Antonio Gramsci, grand communiste Gramsci, alors une autre forme beaucoup plus convaincante de reconstruction de ce massif de pensée, donc qui s'explique dans les cahiers de prison de Gramsci. Alors il nous présente le vrai Gramsci, c'est celui de Tosel. Ce n'est pas celui d'Althusser, ce n'est pas celui de Matschoki, c'est le vrai Gramsci reconstruit dans toutes ses étapes, sa pensée, sa genèse. C'est, voilà, ça, et ça vous le trouvez dans ce livre Étudier Gramsci, de Tosel, publié édition Quimé en octobre 2016. Donc, d'autre part, la philosophie politique dominante des années 1980, on peut dire contractualiste, social-libérale, elle vit en Gramsci un épigone du totalitarisme. Oni, tandis que les philosophes postmodernes, Lyotard, Foucault, Deleuze, Derrida, très inspirés de Nietzsche et de Heidegger, ignoraient plus ou moins Gramsci. Et c'est dans cette situation donc, que voilà, Tosel lance son contre-offensive, on peut dire, en mettant le curseur sur Gramsci. Bien sûr, là, on peut regretter, c'est un peu mon cas, qu'il le fait avec une telle exclusivité, avec une telle force, mais une telle lucidité aussi, mais qu'après avoir ouvert quand même, pendant ce travail sur le mille-marxisme, lorsqu'il a écrit la préface à ma biographie sur Ernst Bloch, une petite fenêtre a été ouverte sur l'école de Francfort et sur le marxisme de l'utopie concrète d'Ernst Bloch, mais que malheureusement, cette fenêtre n'est pas allée plus loin. Il a après fermé cette fenêtre pour reprendre son travail de fond sur Gramsci, mais qui a eu quand même ce grand résultat, n'est-ce pas? Mais peut-être a-t-il un peu négligé, évidemment, d'autres courants avec lesquels il aurait dû peut-être dialoguer et construire aussi un rapport productif théorique, par exemple avec Ernst Bloch, qui se prêtait à cela, parce qu'il était lui aussi très opposé à une dialectique marxiste éliminant le facteur subjectif. Il y a Adorno, Sartre, pour Gramsci, Tosel, sur cela, sur le même plan, de dénonciation justement d'un marxisme, du marxisme vulgaire et d'un matérialisme historique appauvri, défiguré, qui justement est devenu, a dégénéré dans une philosophie d'un déterminisme qui n'était pas défendable. Donc, avec sa suppression du facteur subjectif. Donc, puis alors, il y a eu Lucien Sèvres, qui au camp même des marxistes communistes français, il était lui aussi très critique à l'égard d'Althusser, mais en même temps, il n'était pas réellement intéressé par Gramsci. Ça aussi a joué à l'isolement, disons, de Tosel dans ce contexte. Il gardait sa distance face à un mode d'argumentation opérant par glissement. Donc pareil pour les intellectuels post-marxistes radicaux français, Jacques Bidet, Alain Badiou, Jacques Rancière, pensaient qu'on pourrait qualifier comme penseur de l'insurrection des sans-parts, au moins Rancière, c'est ça. Christine Bussy-Glucksmann, qui avait été d'abord une fervente gramscienne, lors de la publication de son livre Gramsci et l'État, s'est détournée, s'est orientée vers d'autres horizons philosophiques. N'est-ce pas? Donc, ce qui explique cet isolement intellectuel, philosophique de Tosel, dans son propre camp. Donc il ne restait que André Tosel, donc un des rares à maintenir vivante la flamme gramscienne, mais sans susciter un grand écho académique de la part de philosophes universitaires pour qui ce penseur italien ne relevait pas de la bonne philosophie. Donc, en un sens, Tosel peut donc être considéré, à l'instar de Gramsci, comme un des grands vaincus du néo-marxisme du XXe siècle, qui a été marginalisé par le système libéral du capitalisme avancé, à l'heure même de la grande mondialisation, et qui de ce fait n'a pas du tout connu
de la France de la seconde moitié du XXe siècle, il n'a pas trouvé la grande reconnaissance ou la célébrité qu'il avait méritée, subissant aussi pratiquement le même sort qu'un Adorno, qu'un Henri Lefebvre, d'un Ernst Bloch. Donc, mais ce qui caractérise Tozel, c'est qu'il incarnait, en un sens, je répète, je l'explique aussi dans mon livre, dans ce monde dominé par les médias des masses et par un certain conformisme intellectuel, il incarnait non seulement l'intellectuel organique, engagé, politiquement très engagé, évidemment en faveur d'un changement radical de la société, mais aussi cette tentative, il incarnait aussi cet effort de dépassement du pessimisme de la raison vers l'optimisme de la volonté, expression faussement attribuée à Gramsci, dont le vrai père est, comme nous le savons maintenant, Romain Rolland. Donc c'est cet optimisme qui l'incitait à penser que face à un néolibéralisme et à une globalisation capitaliste en crise, le projet politique de Gramsci, celui du bloc historique et de l'hégémonie des classes subalternes, guidé par le parti et les intellectuels révolutionnaires, qui devraient jouer un rôle important dans ce bloc, historique il devrait renaître. Pourquoi? Parce que, voilà, partout, je cite Tozel, partout se répand le sentiment d'un monde devenu intolérable, injustifiable, invivable, insupportable, en particulier du côté de ceux que Gramsci nomme les subalternes et qui sont de plus en plus nombreux. Parce que partout, dit-il, se renforce le sentiment vécu et la conviction raisonnée que nous vivons et expérimentons ce que Gramsci nommait un interrègne entre un ancien qui n'arrive pas à mourir et un nouveau qui ne parvient pas à s'affirmer et faire bloc historique. Le dilemme est là, c'est là notre situation. Que faire? L'ancien n'arrive pas à mourir, le nouveau n'est pas pour là, n'arrive pas à sortir. Ça crée des tensions terribles, ça crée aussi des désespoirs absolument incroyables. Mais c'est la complexité, le côté tragique de notre situation. Elle est là, et c'est vachement dangereux, on peut dire aussi, parce que, évidemment, que faire, n'est-ce pas, si cette situation-là, les masses, il n'y a aucune garantie que les masses subalternes que ça ne déraille pas à cause de cela, de cette tension non résolue, vers des extrémismes très dangereux. Donc c'est un danger. Un danger, je dirais, pour l'Italie et pour la France. Surtout encore pour l'Italie avec cette montée spectaculaire des populismes, etc. Mais on voit aussi en France quelque chose qui couvre, on entend cette colère, c'est subconscient plus que conscient, mais il y a quand même quelque chose, ça ne va pas, n'est-ce pas? Et donc le projet, alors c'est la raison pour laquelle, c'est la conclusion que tire Tozel, au moins, donc le projet gramscien de l'hégémonie des subalternes, des classes subalternes, il doit absolument être reformulé à la hauteur des problèmes, de ces problèmes inédits de notre temps, de notre époque, notamment et l'époque à l'égard du défi, et l'époque du défi écologique, notamment, et même si Gramsci n'est pas un penseur miracle, nulle relance des émancipations humaines ne sera possible, conclut Tozel, sans l'appropriation critique des richesses qui sont incarcérées encore dans les cahiers de prison de Gramsci. Donc, ergo, il est urgent en France de libérer Gramsci de la prison, de l'ignorance où il croupit. Historique et thématique à travers l'œuvre de Tozel, mais aussi à travers ses grandes références. Et puis aussi un grand merci pour, en filigrane, le portrait
intellectuelle que vous avez réussi à brosser ou à rebrosser d'André, avec effectivement cet optimisme, cette espèce d'espérance. Voilà, c'était assez touchant. Alors, ce que je vous propose, il nous reste une demi-heure pour discuter autour de votre exposé. Donc, je vais donner la parole à la salle si elle souhaite venir en parler. Peut-être pour lancer, si je peux me permettre, pour lancer la discussion, il y a un aspect dans votre exposé qui est apparu deux fois, mais vraiment un peu comme en passant, c'était la question écologique. En fait, la question que je me pose, c'est de savoir si... Alors, je sais que ça a commencé à être une préoccupation à la fin de sa vie, mais la question écologique, à la finitude, non pas du communisme, mais la finitude de la nature, n'était pas au centre en fait, des réflexions d'André Tauzel. De la même manière que, moi, c'est un point qui m'avait frappé quand je suivais son enseignement, il y avait un aspect qui l'intéressait moins, et j'avais discuté avec lui de ça, c'était la critique de la technique. C'est-à-dire la critique de la technique qui aurait pu ou qui pouvait se prolonger dans une réflexion écologique ou l'articulation entre, disons, une exigence de production, comme production à la fois matérielle et production de la liberté, et la finitude de la planète sur laquelle s'exerce cette production. Bon, c'était des questions qui n'étaient pas centrales pour lui. Alors, je voulais vous poser la question, puisque je sais que ce sont des questions sur lesquelles vous avez continué beaucoup de travailler. Comment vous percevez en fait non pas ce manque, mais en tout cas cette absence en fait de réflexion écologique et critique de la technique dans l'œuvre de Tauzel? Oui, question très intéressante. D'ailleurs, il n'y a pas une absence totale de réflexion sur les questions de l'écologie. Je l'ai dit, c'est vrai, mais la question est évoquée. Je sais aussi des conférences personnelles que j'ai eues avec lui ces dernières années, avant sa mort. Donc il s'est intéressé à cela. Il s'est intéressé un petit peu, je dirais, à cette question. De toute façon, il y a une prise de conscience totale du grand défi écologique pour nos sociétés. Mais il est vrai aussi qu'il ne sait pas, et ça c'est la grande différence entre lui et un André Gorz par exemple, qui était un disciple de Sartre, qui est vraiment devenu un des plus grands théoriciens de l'écologie politique dans la seconde moitié du XXe siècle, avec Écologie et politique et les autres livres qu'il a publiés. Donc Tauzel n'a pas franchi le pas. Il n'a pas poussé ses réflexions jusqu'à épouser réellement la cause de l'écologie politique ou celle de l'écosocialisme. C'est ça la différence, disons, qu'il y a entre lui, Mikhaïlov et peut-être moi-même. Donc, tout simplement parce qu'il était, je dirais, il était tellement, peut-être trop fixé sur Gramsci, sur sa référence sur les trois piliers de sa pensée qui sont Spinoza, Marx et Gramsci, et peut-être la Briola aussi, n'est-ce pas, Croce encore, mais surtout les Italiens. C'est-à-dire, il y a une passion italienne dans Tauzel. Il faut dire que aussi Toselli, notre famille est d'origine italienne. Donc, il privilégie énormément les Italiens. Et et c'est la raison pour laquelle il a négligé il n'a tout simplement pas étudié et lu tous ces grands livres, les études qui ont été consacrées à l'écologie politique et à l'écosocialisme ces derniers temps. Il a négligé cela. Il n'est pas le seul. Donc Sartre aussi a négligé l'écologie. Ça n'est pas le centre des préoccupations philosophiques. Mais Tauzel avait, je sais, il avait, dans un des derniers entretiens personnels que j'avais avec lui, on a discuté écologie, et notamment de la question de savoir en quelle mesure, justement, on peut, Marx, par exemple, peut encore être considéré comme un précurseur
de l'écologie politique, n'est-ce pas? Parce qu'évidemment, il y a une grande discussion sur la question de savoir est-ce que Marx, évidemment, n'utilise à aucun moment le terme écologie, ne figure dans aucun écrit de Marx. Cependant, il y a par exemple, dans le 3e tome du Capital, il y a des écrits, il y a une page au moins du tome 3e du Capital de Marx où il évoque longuement la question d'abord de l'agriculture, et à partir de ses réflexions sur l'agriculture, puis Marx, il pose le problème, il fait une sorte de prophétie donc sur les capacités immanentes destructrices du capitalisme par rapport à la nature. C'est dans ce même texte. Hein. Donc, il existe aussi quelques autres petites pages et réflexions de Marx sur l'écologie, qui sont plutôt des réflexions sur la nature. Mais évidemment, on peut dire l'expression donc qu'on trouve l'expression, l'impératif de naturalisation de l'homme et de l'humanisation de la nature, il est bien dans Marx, parce qu'il figure donc déjà dans le livre du jeune Marx consacré à la critique de la philosophie hegelienne du droit de 1843. Expression donc, Ernst Bloch s'est inspiré justement pour développer sa propre pensée écologiste, sa propre philosophie de la nature, qui, elle, à la différence de celle de Tosel, elle frôle vraiment avec le principe espérance. Alors il y a un chapitre, évidemment, c'est Ernst Bloch qui est le seul philosophe néo-marxiste du XXe siècle qui a une philosophie de nature inspirée par Schelling, mais aussi par Marx, donc qui développe une pensée écologique qui est très intéressante pour les écologistes aujourd'hui, qui en partie a été repris par certains penseurs de l'écosocialisme, n'est-ce pas? Parce que, dans le sens que, là, à partir de cette réflexion de Marx sur la naturalisation de l'homme et l'humanisation de la nature, Ernst Bloch a développé une pensée de la nécessité de l'alliance de l'homme avec la nature, donc de l'arrêt de l'exploitation, de la fin de l'exploitation de l'infinitisme de l'exploitation des richesses naturelles, etc. Ce concept de nature, Orient, etc. Donc, ça, malheureusement, Tosel, dans ses lectures de Bloch, il n'a pas bien tenu compte de cela. Il n'a pas bien souligné cet aspect, c'est-à-dire, essentiellement, je me réfère à son très belle préface à ma biographie d'Ernst Bloch, publiée aux éditions Quimé en 2001, où il rend hommage, Tosel rend hommage à l'auteur du Principe Espérance, mais il met évidemment l'accent sur sa dissidence par rapport au marxisme-léninisme orthodoxe dogmatisé. Il le présente également comme un grand vaincu dans son combat pour une vision humaniste du socialisme au sein d'un système bureaucratico-totalitaire qui était celui de la RDA de l'époque, mais il n'évoque pas cet aspect écologiste de la pensée de Bloch. Simplement donc parce que Tosel n'a pas lu Gortz, par exemple. Il n'a pas bien... S'il avait lu André Gortz, par exemple, et ou d'autres penseurs de l'écologie politique, il aurait peut-être eu... et je sais qu'il s'est intéressé à cela, mais qu'il n'est pas allé, il ne s'est pas lancé pour explorer en profondeur la question de l'écologie politique ou de l'écosocialisme. Donc ça, il l'a laissé à d'autres. Le même, c'est vrai, c'est-à-dire c'est une lacune peut-être. S'il avait vécu plus longtemps, il aurait peut-être encore approfondi cela. Mais bien également pour la critique de la technique,
c'est vrai donc que dans sa critique de la mondialisation, de la globalisation, il opère, je dirais, avec les instruments classiques, des concepts classiques forgés par Marx pour une critique de l'économie politique, enrichis par les modifications conceptuelles et les enrichissements conceptuels qui y sont arrivés par Gramsci. Il ne va pas au-delà. Mais par exemple, il laisse de côté Heidegger, par exemple, qui a quelque chose à dire sur la technique, ou Adorno. C'est pas donc c'est évidemment, ce sont des aspects donc qui n'a pas beaucoup développé. Donc, mais en revanche, il a quand même quelques petites réflexions. C'est vrai, c'est lui et Günther Anders. Ce sont des antipodes, n'est-ce pas? Donc il n'a rien à voir avec cette Cassandre qu'est Günther Anders, n'est-ce pas? Avec sa vision du globocide, etc. Ceci dit, j'ai trouvé dans des passages dans l'œuvre de Tozel, dans ses dernières publications, il prend quand même conscience, disons, de ce que nous appelons le catastrophisme. C'est-à-dire du fait que nous allons si on continue comme ça, avec ce productivisme, qu'on aille vers une catastrophe. Alors cette conscience de la catastrophe, il y a plusieurs passages où il s'exprime très clairement, il exprime cette angoisse, cette crainte qu'on pourrait évidemment, qui durerait qu'on va vers une sorte de catastrophe écologique. Mais ce n'est pas détaillé, ce n'est pas bien développé dans ses écrits. Et il est proche, il ne cite jamais Anders, même parfois s'il est proche, il ne cite jamais Jonas, alors que Jonas, dans cette responsabilité, il a sûrement dû le connaître, n'est-ce pas? Donc, mais c'est une caractéristique de ses écrits, n'est-ce pas? Donc regardez sa bibliographie aussi de livres sur Gramsci, il n'y a que des références italiennes, à 90%, et françaises, mais surtout italiennes. Donc, ce qui explique pourquoi il n'a pas lu les écrits d'Anders, de Jonas, pourquoi aussi il a eu une retenue, on peut dire, relativement grande à l'égard de l'école de Francfort. Donc, certes, il y a encore Habermas, il n'a pas complètement ignoré. Sur Adorno, Horkheimer, on ne trouve rien chez Tozel. Et on trouve des réactions à l'égard de la théorie de l'agir communicationnel de Habermas. Mais c'est un réflexe critique, où il critique évidemment la théorie du consensus, où il critique cette théorie habermasienne, c'est-à-dire l'idéalisme de cette approche habermasienne, donc du consensus, la théorie du consensus par recoupement, etc., en lui faisant le procès critique que d'autres théoriciens et philosophes l'ont déjà fait également, comme Bourdieu par exemple, ou Rancière, dans son livre sur la mésentente, en lui reprochant justement d'avoir une vision trop harmonieuse, de négliger tout simplement les potentialités conflictuelles qu'il y a n'est-ce pas, dans ces sociétés, donc qui ne justifie pas justement cette théorie de la nécessité que des participants à une situation de discussion idéale trouvent toujours un consensus en ce qui concerne la question de la définition des valeurs ou des normes de l'action, etc. Donc là, il est très critique. Mais voilà. Daniel? Oui. Oui, c'est vrai, on peut bien sûr s'étonner que la question de l'écologie ne soit pas plus présente que cela dans l'œuvre de Tozel. Mais moi je l'ai connu de 2010 à 2017. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point il regrettait que Gramsci ne soit pas
mieux connu, mieux reçu en France. Il m'en parlait très très souvent. Quelquefois même, il avait tendance à culpabiliser par rapport à ça. C'est-à-dire à se dire, je ne l'ai jamais entendu le dire, mais souvent le suggérer par la façon de parler, que peut-être il se demandait s'il avait fait tout ce qu'il fallait faire pour la réception de l'âge. Et l'autre élément que je voudrais mettre en exergue, c'est que dans les dernières années de sa vie, celle où je l'ai connu, 2010-2017, il lui est arrivé pendant de longues semaines de se traîner. Il avait une condition physique aléatoire. Hein. Il pouvait pendant 5-6 semaines être, très faible, sortant très peu de chez lui, ou alors sortant très brièvement, on allait le chercher en voiture, on le ramenait, etc. Et ça peut peut-être expliquer qu'il ait consacré la plus grande partie de son énergie à Gramsci et encore à Gramsci. Et c'est ce qui explique ce livre, Étudier Gramsci, auquel il a travaillé pendant plusieurs années. Il ne l'a pas fait. Et le troisième élément, c'est le dictionnaire Gramsci italien. Pardon. Liguori. Voilà. Il regrettait vraiment énormément qu'il n'ait pas connu de traduction française. Et quelque part, il essayait d'y remédier non pas en traduisant l'œuvre, ce travail-là, non pas en traduisant bien entendu, mais en l'utilisant pour faire connaître, faire parvenir aux lecteurs français tout un tas de travaux, parce qu'il considérait ce travail-là comme absolument formidable, hein, un sommet des études gramsciennes, et donc il essayait de faire partager aux lecteurs français quelques éléments de ce travail, et dans Étudier Gramsci, on trouve une foule de références à ce travail.